Vous allez bien? Oui. Bon. Merci d'être venu. Je vais prendre voilà, d'avoir joué le jeu, d'être là. C'est vrai qu'on disait, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas le pass sanitaire? Mais est-ce qu'on accepte aussi? Est-ce qu'on a envie de bouger? Est-ce qu'on a envie d'aller parler? Est-ce qu'on a envie? C'est peut-être une période aussi pendant laquelle il est peut-être nécessaire de dire des choses. Donc il faut opter pour... moi j'ai opté pour le mouvement, tout comme l'association. Et puis en espérant et en gardant à l'esprit que tout ça doit passer très vite, mais ça passera, ça on le sait. Et heureusement d'ailleurs. Exactement, c'était ça. Alors c'est vrai que, comme je le disais en introduction, on devait organiser cette conférence autour de cet avant-dernier livre, Survivre dans le tumulte, que vous avez écrit avant... oui, en 2018. J'ai eu envie d'écrire en 2018, sachant qu'il allait se passer quelque chose en 2020. Et c'était très étrange parce que je ne savais pas ce qui allait se passer en 2020, mais on me disait qu'il allait se passer quelque chose et qu'il y aurait un événement qui allait bouleverser absolument tout et qu'on ne vivrait plus pareil, qu'il y aurait un grand changement qui allait s'opérer. Donc, ne sachant pas de quoi il s'agit, je suis allée voir mon éditeur et je lui ai dit, donc on est en 2018, tout va bien, nous vivons notre petite vie habituelle et rien n'est venu fracasser nos habitudes ni notre vie. Et je lui dis, il faut écrire un livre pour annoncer le changement de 2020. Et il me dit, ah bon, mais qu'est-ce qui va changer? Tremblement de terre, une comète va s'écraser, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, moi je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose, ça va être comme un grand fracas, quelque chose qui va tout bouleverser. Mais je ne sais pas sous quelle forme. Donc, Michel Lafon, qui est quelqu'un de très gentil, m'a écouté et a dit, faisons ce livre, voyons voir, voyons un peu ce qui va arriver. Et puis, bizarrement, le Covid, ou la Covid, je ne sais pas comment on l'appelle ce truc, le Covid arrive en 2020 et les premiers confinements qui suivent. Et j'ai dit, voilà, ça y est, on a trouvé la forme. C'était donc ça, l'accessoire de ce bouleversement de société qui allait advenir, mais qui était annoncé chez les médiums, qui était annoncé dans les signes, qui était annoncé sous multiples formes, dans des messages récurrents, en nous disant, vous allez... Moi, on me disait à l'époque, avant 2020, tu dois dire certaines choses, il faut parler avant 2020, parce qu'avant, tu ne diras plus les mêmes choses. Tu ne parleras plus des mêmes choses. Oui. Donc c'était vraiment annoncé, c'est quelque chose qui était prévu. C'est vrai que ce changement, le changement que l'on vit, c'est pas le changement qu'on va vivre. On est en train de le vivre, on est en train d'en être des acteurs, il est en train de s'opérer sous nos yeux, et bien voilà. Il est là avec tout ce que ça comporte comme difficulté, parce qu'un changement de cette taille, ça ne va pas sans heurts et sans tension et sans peur et sans panique et sans angoisse, et c'est normal qu'on en soit angoissé, mais ça va passer. Si je puis me permettre d'être assurante, tout ça est une question de temps, et on nous avait dit en 2020 qu'il y en aurait pour 3 ans, donc 2023, c'est bon. Voilà, avec... 2023, oui, mais progressivement, pour retrouver, on va dire, pour retrouver une unité planétaire, que les pays ne soient pas fermés l'un ou l'autre, qu'on puisse voyager. 2023. D'ici là, évidemment, le Covid va diminuer, va diminuer. Mais c'était annoncé. Et j'avais trouvé ça bizarre qu'en 2020, en mars, on me dise en 2023, tout prendra fin. Et j'avais dit 2023, mais c'est pas possible. Enfin, c'est 3 ans. Mais c'est énorme, c'est très long. C'est très, très long. Et quand j'ai commencé à m'en ouvrir, on m'a dit, mais complètement folle. 3 mois, tu veux dire, pas 3 ans. Dans 3 mois, on en a fini. Je lui ai dit, non, on annonce 3 ans. Ils annoncent 3 ans. Mais ça me paraissait très long. Maintenant, ça me paraît plus long, parce que je sais très bien de quoi il en retourne. C'est-à-dire que c'est 3 ans par étape, avec des changements, avec des modifications, avec des fracas, avec tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que dans ce livre, ce qui est intéressant, avant qu'on parle de votre dernier livre, vous donnez vraiment des clés aussi sur tout ce changement, sur le pourquoi aussi. Voilà, exactement. Pourquoi, parce que le changement a été annoncé avec un pourquoi et un comment. C'est-à-dire qu'il était dit qu'il était temps de tout stopper et de regarder en soi, c'est-à-dire faire le point avec soi-même. Faire le point. Est-ce que notre vie est bien celle qu'on a envie de vivre, celle-là? Est-ce que ce qu'on fait correspond à ce que nous sommes? Qui sommes-nous exactement? Quelles sont nos aspirations profondes? Sur quel plan doit-on s'élever? Vraiment faire un examen de conscience, comme on dit, faire un bilan
individuelle, et ça nous invitait à faire ça. C'est-à-dire, dans le livre, quand je l'écris en 2018, on me dit, c'est le temps de l'introspection, c'est le temps de on se pose. Aujourd'hui, on voit évidemment que non seulement ce Covid a bouleversé notre manière de vivre, mais plein de gens aussi changent de métier. Depuis 2 ans, il y a déjà des gens qui prennent une autre voie, qui se disent mais à quoi bon ? Les entreprises, les grandes entreprises, les grandes multinationales et autres grandes entreprises sont maintenant des entreprises qui sont peuplées de harceleurs, de harcèlement moraux, et pour atteindre des objectifs inaccessibles souvent. Et les gens sont en train de tomber comme des mouches. Donc il y a vraiment une remise en question totale sur comment on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, sachant qu'on ne pourra pas arrêter le progrès, on ne pourra pas arrêter ce que le monde est en train de devenir, parce qu'il est dans une espèce de... Depuis que l'homme est sur Terre, le monde est dans une roue qui continue de tourner. Et comme l'homme est assez curieux, intelligent, théoriquement, il trouve des choses. Alors, les choses, ça fait partie du progrès. Et plus il évolue, plus il trouve de choses. Et maintenant, ça nous fait peur. Et on en est à dire, on a peur de ce qu'on a découvert, en fait. On a peur de l'intelligence artificielle. On se dit, et si on avait fabriqué Frankenstein, notre créature qui allait nous tuer, nous réduire en cendres. Mais il n'en est rien, en fait. C'est que notre peur nous dit cela, mais que le monde qui va venir, les générations qui vont venir, ne seront pas là-dedans. Le scénario que l'on peut, nous, dessiner intérieurement est un scénario catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des films, parce qu'on a lu des livres de science-fiction, mais avec aussi issus, non pas toujours de vérité, mais de mémoire ou d'imagination fertile. Mais les hommes qui naissent vont forcément non seulement s'adapter, mais fabriquer ce monde. Et ils y mettront de toute manière les valeurs humaines. C'est pour ça qu'il est temps aussi peut-être de faire le point actuellement pour arrêter, souvenez-vous en 2018, quand moi je commençais à écrire ce bouquin, on parle de harcèlement, il y a MeToo, c'est terrible ce qui se passe. On commence à montrer du doigt, à dénoncer les bourreaux, les maltraitants, les gens tombent contre des mouches de burn-out. Le burn-out est rentré dans notre langage courant. Enfin, c'est quand même pas une société idéale. Ben, c'est peut-être ça, ce qu'on nous demande de faire, c'est de réduire tout ça et d'utiliser ce qu'on a créé, comme ce que je dis dans le livre. Utilisons l'intelligence artificielle non pas pour nous réduire en cendres, mais pour nous aider, simplement comme des machines, des aides. Voilà. Essayons de ne pas être dans la réflexion perverse des chefs qui voudraient évidemment encore plus accélérer la productivité humaine. Pas du tout. On est dans l'intelligence artificielle qui est là pour nous aider. Et si elle est là pour nous aider, c'est pour nous simplifier la vie. Et si elle est là pour nous simplifier la vie, c'est pour nous faire gagner du temps. Le temps qui, je le rappelle, s'accélère, pas lui-même, mais la perception que l'on en a. Et si le temps s'accélère, on en a donc moins, puisqu'on a une perception d'un défilement plus rapide, et il nous faut donc plus de temps pour soi. Pour ça qu'il va falloir le confier à des machines, confier certaines tâches à des machines, et apprendre à s'occuper de soi. Et là encore, il y a une perversion. Parce que depuis quelques années, on parle de soi, l'amour de soi. Alors depuis l'explosion de toutes les thérapies du bien-être depuis une dizaine d'années, c'est le bien-être, l'amour de soi, le soin de soi, etc. etc. Mais il y a une perversion dans cette histoire, c'est que quand on parle de l'amour de soi, on l'a confondu avec l'égoïsme. Et on se rend compte que beaucoup de choses qui sont interprétées dans les belles pensées, dans les belles valeurs, sont interprétées avec des références d'égoïsme, des valeurs d'individualisme. Ouais. Il n'en est rien. On a perverti la chose. L'amour de soi, c'est l'amour des autres. Et c'est de se tourner vers les autres. Quand on dit mieux s'aimer soi-même, c'est pour mieux aimer les autres et mieux se tourner vers les autres. Or, le Covid, les thérapies, l'angoisse de soi-même par rapport à ce monde qui bouge et qui change, tout ça a fait qu'il y a eu un repli sur soi. Mais normal, un repli depuis le Covid, c'est normal que les gens soient repliés. Plus il y a eu les confinements. Mais le repli a entraîné aussi une espèce de repli sur les valeurs importantes, les valeurs
principales d'un homme, c'est-à-dire la générosité, la solidarité, le regard tourné vers les autres. On ne l'a pas. Comme on a peur, il y a un repli sur soi, sa famille, ses animaux de compagnie, les portes sont fermées, c'est fini. On n'en parle plus, on se replie. Alors vous allez me dire, oui, mais alors depuis 1 an, on est aidé aussi à ça, parce qu'on n'a fait que de nous confiner et de faire en sorte qu'on ne sorte pas, qu'on ne puisse pas se rencontrer ou que ce soit très difficile. Je le conçois. Mais quand même, il faut qu'on fasse très attention, qu'on soit vigilant, parce qu'on a une tendance à un repli qui est dangereux. Alors qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. On est là pour les autres. On ne peut pas vivre en ermite. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, les ermites étaient peu nombreux autrefois. Les religieux ermites allaient dans la montagne, se retiraient parce qu'ils avaient choisi de vivre leur vie en prière. Et ils avaient choisi l'ascétisme et la prière. Bon, nous, ce n'est pas le cas, je ne crois pas. Donc on peut prier, mais on peut aussi vivre avec les autres. On est sur Terre pour vivre avec les autres. Or, ça commence à nous effrayer. Parce qu'on commence à ne plus retrouver dans les autres ce qu'on a en soi ou ce qu'on découvre en soi. On a la sensation qu'on ne le retrouve pas. Pourquoi ? Parce que les autres n'osent pas non plus vous dire ce qu'ils ressentent. Donc quand on se croise dans, en ce moment, les magasins ou les endroits où le virus risque d'être présent, donc on se dépêche, on se regarde en chien de faïence, comme si on était des ennemis potentiels, un mal potentiel. Donc on ne se regarde plus avec bienveillance. On a peur les uns des autres. Ça va passer, ça aussi. Tout ça, dans les mois qui viennent, ça va se dissiper. Il faut du temps. On a été traumatisés quand même. On a été sérieusement traumatisés. Il ne faut pas croire qu'on est comme avant. On est vraiment très, très traumatisés. Mais il faut qu'en même temps que l'on va sortir de cette crise, il faut que l'on recommence à regarder les autres, à s'y intéresser. Et regarder les autres, c'est vraiment partager. C'est pas moi, mon monde à moi, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive, c'est et si on parlait de ce qui nous arrive. C'est très différent. Il faut qu'on cesse d'être autocentré. Ça nous a vraiment rendu un peu parano et très autocentré. On a peur d'être au cœur d'une cabale mondiale, au cœur d'être de la cabale du voisinage. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de parano dans mon quartier. Beaucoup de gens sont devenus parano. Des gens qui se parlaient ne se parlent plus, se saluent à peine, ne s'arrêtent plus pour se dire bonjour. Des fois que. Donc tout ça, il va falloir du temps. On a quelques mois devant nous. Mais il faut prendre conscience d'ores et déjà qu'il va falloir en sortir. Et en sortir, ça ne veut pas dire je m'en sors parce que je rejette le mal sur l'autre. Il va falloir en sortir tout en prenant conscience qu'en fin de compte, ce n'est pas aussi terrible l'avenir que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, et surtout que cette grande cabale manipulatrice n'est peut-être pas celle que l'on croit. On s'est beaucoup enfermé dans des pensées limitantes. C'est vrai que dans ce livre, notamment, vous invitez vraiment aussi à développer ce discernement, en fait. Il faut discerner. Important. C'est très important. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi ce que nous, on essaye d'accompagner, c'est cet accompagnement dans l'évolution et dans le changement des consciences, et notamment avec toute l'intelligence artificielle, en effet, qui est là pour nous aider à réaliser des choses de manière plus efficace, efficiente, mais en y mettant de la conscience, c'est-à-dire sachant ce qu'on peut faire. On a la possibilité d'être notifié sur notre téléphone ou de ne pas l'être. On a toujours une possibilité d'action, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. On a le choix, sachant que de toute façon, depuis des années, quand on parle du traçage, dès que nous naissons, nous sommes tracés de toute manière. On a un téléphone portable, on a une carte bancaire. Si on parle du traçage, on n'a pas besoin qu'on nous inocule quelque chose dans le corps pour être traçable. De toute façon, moi, je dis toujours Big Brother. Ce grand truc, ce grand œil qui nous regarde, en fait, il nous regarde, oui, il y a un œil sur nous, mais il n'y a pas grand monde derrière. Et je dis, c'est très curieux parce qu'il y a plein de choses de traçabilité, mais quand il y a un gros coup, un problème, on ne retrouve pas. Donc ça veut dire qu'il y a un œil, mais derrière l'œil, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. C'est juste quelque chose pour nous dire, voilà, vous êtes là. C'est presque pour nous rassurer. On va être de plus en plus nombreux dans les années à venir. On va être de plus en plus nombreux. On en est déjà, je sais plus, à 8 milliards bientôt. Oui, voilà. à peu près. Bon, ça va s'accélérer. On va avoir de moins en moins de place sur Terre et de plus en plus de gens vont venir sur Terre. C'est comme ça. Donc on va être obligé de toute manière d'être, on va dire, tracé. J'aime pas ce mot-là. De toute façon, on a l'impression qu'on est du bétail, que
c'est pas ça, mais d'être repéré pour déjà avoir une existence propre. Mais déjà d'avoir un téléphone portable, on accepte ça. Absolument. Et puis on a le choix de ne pas l'avoir, mais c'est pas parce que, je dis toujours, c'est pas parce qu'on se retire dans un coin et qu'on ne voit personne et qu'on n'a pas de réseau et qu'on ne voit plus personne que le monde s'arrête. Le monde, il est à côté de vous, il continue, lui. Il continue sa course folle et on ne l'arrêtera pas. Donc, soit on vit avec les autres, on participe, on n'a pas peur et on y va, puis on est solidaire et puis on est ensemble, surtout, et on ne se tape pas dessus. Soit on choisit de vivre à côté, mais vivre à côté, pour l'instant, je peux le comprendre. Moi-même, j'ai été... vous voyez, l'été dernier, j'ai coupé mon téléphone. Je n'avais jamais fait ça. J'ai dit, je vais faire 2 mois de vacances sans téléphone portable, sans aller sur les réseaux sociaux. Je l'ai presque fait. Bon, j'ai un peu triché. Un peu triché quand même. Mais j'ai vu beaucoup d'amis. J'ai fait des vacances comme je n'avais pas fait depuis longtemps. Et j'ai fait des choses que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, OK, voilà, c'est fait. J'ai fait mes 2 mois, mais guère plus. Parce qu'il faut reprendre contact avec le monde. Et ne serait-ce que les 2 mois de vacances, j'avais perdu déjà plein de choses. J'avais déjà perdu plein de choses dans le flux du monde. Et je me dis, on est quand même là pour rester connectés les uns avec les autres. C'est quand même important. C'est quand même important. Moi, si je suis là ce soir, si j'ai voulu venir, et si j'ai tout fait pour venir, c'est parce que j'avais besoin aussi de vous voir. Moi, j'ai besoin de vous voir. Les visioconférences, ça va un moment. Les réseaux sociaux, les petits posts, ça va un moment. Mais il faut aussi se rencontrer, il faut se voir, il faut se parler. On est là pour ça. Donc, je crois qu'il faut reprendre goût à la mobilité et puis être dans un état d'esprit bienveillant. La bienveillance, c'est important. On en a soupé, je crois qu'on a bien payé depuis plus d'1 an. On a un peu souffert quand même. Hein. On n'a pas été heureux, donc allez, soyons gentils les uns avec les autres, quoi, soyons sympas. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être aimés. En ce moment, plus que jamais, on a besoin d'être bien. On a besoin d'être aimés, d'être regardés avec gentillesse, avec bienveillance, sans toujours se demander avec suspicion, mais qu'est-ce qu'il me veut, mais qu'est-ce qu'elle a, mais pourquoi elle me regarde comme ça, parce que c'est ça. Hein. Soyons bienveillants, mais vraiment, quoi, que ce ne soit pas un mot qu'on utilise pour faire plaisir ou pour faire beau sur un poste. Soyons vraiment bienveillants et incarnons-le. Accueillons-nous avec tout ce que cela impose, parce que se voir, ça aussi, si vous permettez, je fais une petite digression, enfin une petite. On n'a pas fini avec les petites digressions. C'est aussi de respecter les limites de l'autre. En fait, beaucoup de gens aussi ne s'ouvrent pas parce qu'ils me disent toujours, moi, si je m'ouvre et si j'aide les autres m'envahissent. Je n'ai plus de place pour moi. On me déverse tout le problème. On est des déversoirs. Et c'est vrai que quand on souffre, on ne se rend pas compte que l'autre n'est pas un déversoir. On va vers l'autre et on déverse son mal. Mais l'autre est pareil que vous. Donc je crois qu'il faut réapprendre les limites, réapprendre ce que l'autre peut entendre, écouter aussi ce qu'il a à dire. Écouter, c'est très important de réapprendre à écouter. On n'écoute plus. Et de pouvoir comme ça s'entraider. L'entraide, c'est dans les 2 sens. L'entraide, c'est pas je viens, je vous colle mon problème, débrouillez-vous, sortez-moi de là. C'est j'ai un souci, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et vous-même, est-ce que je peux vous rendre service ? Est-ce que vous avez un souci, vous aussi ? J'écoute ce que vous avez à me dire. J'ai été frappée, les 6 derniers mois qui sont passés, je n'avais jamais remarqué ça. Quand j'ai été invitée à des dîners, enfin je ne vais pas beaucoup à des dîners, je ne suis pas du tout comme ça, je n'aime pas trop, mais quand je suis invitée de temps en temps à dîner, de gens que je ne connais pas forcément, ou des tablés, les gens se regardent, ils ne se connaissent pas, certains, personne ne demande à l'autre, mais qui êtes-vous ? Mais que faites-vous dans la vie ? Donc ne s'intéresse à l'autre. S'intéresse à l'autre. Mais j'ai remarqué ça plein de fois. Les gens dînent, écoutent les généralités, se regardent, quittent le dîner sans connaître celui qui est à côté et vont voir le maître de maison, la maîtresse. Non, mais qui c'était le mec à côté de moi ? Mais ça m'a surpris. Je dis, mais pourquoi les gens ne se parlent pas ? Pourquoi on ne dit pas « Bonjour, vous appelez comment ? Vous faites quoi ?» Moi, je le fais. Et j'ai remarqué que quand je le fais, les gens se disent « Mais qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi elle veut savoir tout ça ?» Mais non, je dis « Écoutez, moi, je ne vous connais pas, donc racontez-moi, vous faites quoi de beau dans la vie ? » Pour m'intéresser, pour savoir. Et bien, même ça, aujourd'hui, c'est devenu un peu louche. Et ça, c'est quand même très, très surprenant, parce que ça faisait partie des échanges normaux d'il y a quelques années, même quelques mois.
Donc, il va falloir quand même réapprendre à s'intéresser à l'autre. Mais ça commence comme ça, c'est tout bête, sans parler d'ésotérisme et d'au-delà. Réapprendre à s'intéresser à l'autre, le regarder, dire « Vous faites quoi ? Comment vous appelez ?» Enfin, il existe. Or, quelquefois, il y a des assemblées, tout le monde est là. Oui, c'est sûr, tout le monde est ensemble. On est ensemble, mais personne ne sait qui est l'autre. Et personne ne cherche à le savoir. Donc ça, c'est quand même très curieux. On a perdu l'habitude de s'intéresser ouvertement à l'autre. Il faut reprendre. Je trouve que c'est tellement plus sympathique. Ouais, ça, c'est une petite... Mais on a tellement besoin des autres. On est là pour justement évoluer grâce... on connaît l'effet miroir, on sait combien l'autre peut nous renvoyer des fois des parts de nous-mêmes aussi. Bien sûr, c'est ce qui nous fait peur sans doute aussi. Exactement. Ce qui nous fait peur. Et c'est vrai que on ne peut pas évoluer sans les autres, de toute façon. Donc, on ne peut pas. C'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être chez vous enfermé dans votre jardin, avec vos animaux de compagnie, avec vos conjoints, avec vos amis. Si vous n'avez pas les autres, il y a un moment où le monde va vous manquer. Vous rencontrez des gens, parler de la pluie et du beau temps, parler des fleurs, ça va vous manquer. Parce qu'on a tellement besoin de s'alimenter, on a besoin d'échanger nos énergies. D'échanger nos énergies. Alors, toutes les énergies ne sont pas terribles en ce moment, c'est clair. Parce qu'on est dans des énergies déjà qui sont un peu compliquées. Mais il faut se réadapter, il faut s'adapter. C'est pas La protection, c'est pas le repli. J'ai toujours dit se protéger, c'est pas le repli. On se protège aussi en voyageant, on se protège en rencontrant des gens. On peut se protéger. Le repli, c'est pas de la protection, le repli. Je dirais presque que on se cache, on ne se protège pas. Et aussi même de s'intéresser à toutes les générations, parce qu'on a tendance aussi à considérer, notamment vous en parlez dans votre livre, on a cette peur de vieillir, on ne s'intéresse pas... La vieillesse, la mort, oh là là. On ne s'intéresse pas aux jeunes générations. Les jeunes pensent que les générations plus matures, tout ce qui était avant, c'était nul, alors que c'est tellement important. Ça passe. Mais on a perdu, ça c'est l'éducation. On a perdu dans l'éducation le fait que les jeunes pensent que ce qu'il y avait avant leur naissance, c'était pas intéressant, parce que c'est ça. C'est à chaque fois que j'entends les mêmes trucs. Tu connais cette musique? Non, moi j'étais pas née. Bon, comme je suis pas née, ça m'intéresse pas. Comme si nous on connaissait pas Napoléon, même si on n'était pas nés. Enfin, j'ai pas l'impression. J'espère en tout cas que je n'étais pas née à l'époque de Napoléon. Mais ce que je veux dire, c'est le passé. Donc ne compte plus pour les jeunes, pour certains jeunes, pas tous. Ça généralise pas, parce que ça aussi, vous voyez, je dis les jeunes, mais c'est pas vrai. C'est certains. Faut pas généraliser. Et puis il y a le fait que la peur. Alors la peur. Le Covid nous a collé une trouille avec la télé qui annonçait tous les jours le nombre de morts. Mais ça a été un truc de fou quand même quand on revit ça. Le nombre de morts qui s'affiche sur l'écran tous les soirs. Les gens qui perdent leur famille, leurs parents, qui ne peuvent pas aller à l'enterrement, qui ne peuvent pas aller les voir. Mais c'est dingue, mais c'est un truc de fou ce qu'on a vécu. Donc c'est pour ça qu'il nous faudra un certain temps pour nous en remettre. Mais c'est aussi une leçon. Parce que ça nous a recollé la mort en face. Or, la mort, on essaie de l'éradiquer depuis des années. On essaie de la faire fuir de notre quotidien, mais on essaie aussi de la faire fuir de notre langage. On n'en parle pas, il ne faut jamais en parler, il ne faut jamais l'aborder. Si on parle de la mort, moi je vois, quand j'arrive quelque part, parfois les gens... Comme je suis médium, s'imaginent que je vais citer tous les morts qui sont autour d'eux. Ils sont terrifiés. Mais je vous dirais que j'ai eu une expérience il y a 2 jours. J'ai une interview sur une radio. Et on me dit, avant l'interview, surtout, vous ne citez pas les morts qui sont dans le studio si vous les sentez. Mais je dis, mais enfin quand même, mais vous me prenez pourquoi? Mais c'est l'image, Madame Irma, espèce de bonne femme qui arrive, alors déjà habillée en noir, et qui fait « je vois la mort ». Mais c'est dingue. Alors voyez l'image que je porte, mais l'image qu'on a encore. Comment voulez-vous qu'on puisse parler de médiumnité et de ce qu'est l'invisible, la mort, etc., avec la considération qu'on en a encore aujourd'hui? Donc il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler des morts. Il faut... Donc là, on nous renvoie la mort en pleine face, et avec, en plus, des enterrements impossibles, pendant le Covid. Alors là, c'est terrible, on explose. On se dit, mais comment on va faire? Et pourtant, c'est pour nous obliger
à regarder les choses en face. En fait, tout est prévu. J'ai dit encore une fois, cette chose-là a été annoncée. Tout est annoncé. Il ne faut pas croire que les choses qui arrivent ne sont pas prévues, entre guillemets, évidemment. Tout est écrit quelque part. Il y a ce qu'on appelle le destin, je continue à y croire, même si dans le destin et dans son chemin, nous avons les coups des franges pour choisir le sentier, sachant que le but, c'est toujours le même. On a juste le choix du sentier qu'on va choisir. Mais tout est là, tout est prévu. La vie veut une chose de nous. Ce qu'il y a de l'autre côté, ça veut une chose de nous, c'est nous faire évoluer. Nous faire évoluer, c'est quoi? C'est nous rendre meilleurs. Nous rendre meilleurs, c'est quoi? C'est nous faire dépasser nos bas instincts. Notre égoïsme, notre individualisme, notre froideur, notre envie de tout garder pour nous, de dire à l'autre, on s'en fout, le voisin, on va fermer la porte. Ah, j'ai des tomates, je ne vais pas lui en donner. Voilà, c'est ça. Bon, et on veut nous aider à dépasser ça. Quand l'homme naît, il naît sachant qu'il va mourir. Il l'a en lui, même si on ne lui dit pas. Hein. Il le sait. Parce que ça fait partie de notre programmation. Mais il ne naît pas dans la plénitude et la bonté. La bonté, ça fait partie de lui. Mais ce n'est pas ce qui prédomine. Il y a le blanc et le noir en nous. Il y a la lumière et il y a l'ombre. Et quand l'enfant va grandir, la toute innocence merveilleuse des premiers mois, des premières années qu'on adore, et Dieu sait si on aime les petits bouts de chou, et surtout quand on a l'âge d'être grand-mère et qu'on n'en a pas encore, mais bon, Dieu sait si on a envie. Eh bien, on se rend compte que très vite, l'enfant va prendre des habitudes ou des petits chemins de traverse un peu pervers, un peu tordu, parce qu'il se rend compte que ça existe. Il se dit, tiens, il y a ça. Ah, mais je peux faire comme ça aussi. Et en fait, l'homme n'est pas foncièrement bon. L'homme, il est bon et il est mauvais à la fois. Il expérimente le choix. Il expérimente le choix. Et qui est-ce qui doit le guider? Ce sont les parents. Les parents sont les guides. En fait, on dit parents, c'est quoi? Un père et une mère, ce sont des guides qui doivent dire à l'enfant, voilà, t'es là, maintenant je vais te guider, je suis là jusqu'à ce que tu aies... que tu sois en âge de partir, pour te dire ce que tu devrais faire, pas faire, pour te guider. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas beaucoup de guidage. Et il y a beaucoup d'enfants qui manquent de guidage, mais il y a aussi beaucoup de parents qui n'ont pas été guidés eux-mêmes. Et l'éducation, cette notion un peu réactionnaire qu'on utilise parfois, qui est quand même essentielle, parce que c'est le contact à l'autre et c'est le contact à la vie, il faut la reprendre, en fait, pour dire à celui qui naît, d'abord qu'il ne va pas lui dire « tu vas mourir », mais lui dire que la vie s'arrête un jour parce qu'elle continue ailleurs. Déjà, si on commençait à formater les enfants, comme pas formater, mais leur dire des choses comme ça, en disant « tu sais, on est là, mais un jour ça s'arrête parce qu'on continue ailleurs ». L'enfant serait moins traumatisé, parce que l'enfant n'est pas tellement traumatisé par la mort d'un être. Il est traumatisé par la réaction des adultes autour. C'est très différent. L'enfant, lui, quand je dis qu'il naît avec en lui les possibilités de comprendre son monde, il les a. Il a cette conscience encore. Il a la conscience du monde et de son temps. C'est-à-dire qu'il naît avec la conscience de son temps. Puis à côté de lui, il y a les parents qui sont angoissés en disant oh, « Mon Dieu, mais comment il va faire dans ce monde de fous ?» Parce qu'eux ont des angoisses par rapport à leur monde à eux qui est déjà passé. Et je ne parle pas des grands-parents qui disent « Oh mon Dieu, mon petit-fils, mais comment il va faire dans ce monde de fous ?» Leur monde à eux est déjà passé il y a très longtemps. Donc évidemment, ils ne sont plus adaptés pratiquement au nouveau monde qui arrive. Mais l'enfant, lui, il n'a aucune angoisse par rapport à ça. Ce sont les gens à côté qui lui collent des angoisses et qui compliquent les choses. L'enfant, il entend. Parce qu'à l'intérieur de lui, l'enfant, il voit des esprits, il voit des fantômes quand il est tout petit, il voit des gens passer. Il ne s'étonne pas. Il commence à avoir peur quand on lui dit « c'est pas normal ». Mais lui, il n'est pas terrifié. Si on lui dit bah « oui, ils vont passer, c'est rien, on ne sait pas rassurer ». Et ils ont besoin tout le temps d'être guidés. Ils savent, ils comprennent qu'il faut vieillir, ils comprennent qu'on va mourir. Il faut juste ne pas éradiquer la mort en disant « chut, ne lui disons pas qu'un tel est mort, chut, ne lui montrons pas le cadavre de grand-père, il ne faut pas qu'il voie le cercueil ». Parce qu'à force de confisquer tout ça, à force d'emmener les morts, à force de les faire disparaître, je ne parle pas du Covid, ça a été une obligation, Dieu sait si beaucoup en ont souffert, mais je parle de la confiscation
la manière dont les choses sont faites rapidement. On ne veille plus les morts, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de veiller les morts, on n'a plus le temps de rien, donc on n'a plus le temps de dire au revoir. Eh bien, nous sommes en train, non pas de faire du mal aux morts, nous faisons du mal aux ceux qui restent. Et aujourd'hui, depuis qu'on a perdu ces traditions qui étaient très ancrées autrefois, il y avait la veillée, il y avait des choses qu'on faisait, on parlait, on expliquait. Il y avait aussi la religion qui accompagnait. Vous me direz, il n'y a pas que du bon dans la religion, mais il n'y a pas que du mauvais, loin de là. Je pense que beaucoup de valeurs aujourd'hui, il faudrait les reprendre parce qu'on en a besoin. Les gens étaient mieux préparés. Il y avait une acceptation. Aujourd'hui, il n'y a que des traumatismes. Il y avait des rituels aussi. Il y avait des rituels, mais il y avait, oui, alors j'en parle dans le bouquin, il fallait voiler les miroirs parce qu'on disait que pendant les 4 jours ou les 5 jours qui allaient suivre la mort de la personne, chez lui, on voilait les miroirs parce que si on se regardait dedans, on risquait de le voir. Et si on le voyait, lui, vivant derrière nous, ça voulait dire qu'il n'était pas parti, qu'il allait revenir. On faisait sortir, on faisait sortir le cercueil les pieds devant, de manière à ce que le mort ne voit pas, entre guillemets, la maison en sortant. Parce les gens disaient, s'il voit la maison en sortant, il va avoir envie d'y revenir. Mais c'est pour ça en plus. Donc on les faisait sortir les pieds devant. On dit toujours, il est sorti les pieds devant. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'il voie parce qu'il va avoir envie de revenir. Et donc il va venir nous hanter. On l'emmenait dans les cimetières. Après il y avait les lanternes des morts. Ces grands monuments qui existaient depuis le Moyen-Âge et même avant. On faisait brûler des bougies pendant le Moyen-Âge dans les cimetières tous les soirs. Et puis quand il y avait un enterrement, on mettait plusieurs bougies. Pourquoi ? On disait, s'il se lève la nuit de sa tombe, au lieu de rentrer chez lui, il va suivre la lumière. Il va repartir directement. Mais c'est vrai, oui, absolument, génial, absolument. On l'a perdu tout ça. On l'a perdu. Les lanternes des morts servaient à guider les morts. C'est faux. C'était pour que les gens ne rentrent pas chez eux. Quand les gens mouraient au Moyen-Âge, les gens ils pleuraient leurs défunts, mais ils avaient tellement de soucis que ça passait très vite, les chagrins. Il n'y avait pas le temps, il fallait gérer ce qu'il fallait mettre dans l'assiette le lendemain. Donc, il n'y avait pas le temps de gérer les deuils. Il n'y avait pas de deuil au Moyen-Âge, très peu. On n'avait pas le temps de s'en occuper. Par contre, on avait peur des hantises. Et donc, on veillait à ce que les gens ne rentrent pas à la maison. Parce qu'on pensait que le mort allait rentrer. On avait ce souci-là. Voilà. Quand, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, donc je vous le dis, quand Philippe le Bel a fait brûler les Templiers, Jacques de Molay et les siens, sur le bûcher, il a eu peur de quoi, Philippe le Bel ? Il a eu peur qu'ils reviennent le hanter. Donc il a fait faire par des moines des rituels pour bloquer les Templiers dans l'au-delà, les bloquer à jamais dans une dimension parallèle pour ne pas qu'ils reviennent par des rituels. C'est la peur de voir le revenant, la peur du revenant. Voilà, ça c'était le souci. Aujourd'hui, on n'a pas peur du revenant, on a peur, on ne veut même plus parler de la mort, donc on ne parle même plus de revenant aujourd'hui, c'est même plus la question. On n'arrive pas à faire son deuil. Sur le nombre de messages que je reçois, le nombre de personnes qui me disent « J'ai perdu ma mère, mon père, mon frère, il y a 10 ans, il y a 4 ans, il y a 20 ans, et qui n'arrivent pas à faire leur deuil. » Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Si on savait faire, nous les Occidentaux, on saurait aider l'autre à faire son deuil. On saurait faire son deuil. Il y a un problème, cette société a un problème avec la mort. Et avec l'acceptation aussi, d'une certaine manière. C'est de ne pas accepter. On n'accepte pas la mort et on n'accepte pas la vieillesse. Il ne faut pas vieillir. Alors surtout la vieillesse. Avant c'était là, maintenant c'est la vieillesse. Il ne faut plus vieillir, il ne faut pas avoir de rides. Il faut à 45 ans on est senior, c'est terminé, à 50 ans on n'a plus de place dans la société. Enfin, c'est complètement fou, on est dans une accélération folle. Mais il y aura un turnover. Vous savez, les sociétés changent tout le temps. On revient toujours, il y a toujours un déclin et il y a toujours une remontée. Alors on ne sera peut-être pas là pour le voir, mais il y aura toujours une reprise des valeurs. Ça reviendra, parce que ça ne fait que ça. Ça ne fait que ça. Quand on sent qu'on tombe, on remonte. Exactement. Forcément, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient et qui dit « mais si on faisait ça ?» Et ils ne savent pas que si on faisait ça, on l'a déjà fait il y a 200 ans. Exactement. Et on remonte et on recommence. Mais il va falloir quand même considérer la mort, considérer... Alors, je ne parle même pas de l'après-vie, parce que l'après-vie, c'est pire que tout. L'après-vie, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais pas d'une façon satisfaisante. Je trouve qu'on en parle d'une façon... Il y a une hystérisation de l'après-vie.
L'après-vie, c'est... De l'après-vie, de la survivance de l'âme. D'accord. Je trouve qu'il y a une mode aujourd'hui de l'après-vie. Alors ceux il y a des gens qui acceptent évidemment le fait que l'âme ne meurt pas et que les gens vivent de l'autre côté, donc ça c'est bien. Puis le fait de voir des esprits. Mais il y a une hystérisation de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des fantômes partout, ou il y a des gens qui voient des fantômes, il n'y en a pas, ou il y a quelque chose qui est une explosion. Et c'est ce que je dis, c'est que depuis 10 ans, on parle tellement de tout cela, dans tous les sens et de toutes les manières, qu'on a perdu le fil conducteur des choses. Et on a perdu la raison. Parler de l'après-vie, parler de l'invisible, ce n'est pas perdre la raison. Il faut en parler avec raison et avec bon sens. Alors aujourd'hui, on a des théories qui ne font plus partie du bon sens, qui partent dans tous les sens. Alors on commence avec des théories sur le bien-être, on finit avec l'après-vie, tout est mélangé, tout est dans un panier de la ménagère. Vous avez l'ésotérisme, New Age, tout est là. Tout le monde se sert. Oh ben moi, je vais prendre un petit peu d'hypnothérapie. Oh ben moi, je vais me faire un petit peu de Reiki. Oh, moi, je vais me faire un petit peu de médiumnité, tiens. Voilà. Et c'est ça. Et ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Quand on en parle, c'est pas pour que ça devienne ça. Quand on en parle, c'est pour que chacun prenne conscience qu'il est éternellement vivant, c'est-à-dire que son corps, lui, ne sera plus là, mais que lui va continuer de vivre, que la vie ne s'arrête pas, et que donc, c'est la prise de conscience première, la vie ne s'arrêtera pas pour vous. Vous pouvez avoir peur de mourir, de perdre votre corps, de souffrir, ça c'est autre chose. Mais votre vie, à vous, elle ne s'est pas arrêtée parce que vous existez depuis toujours. Et il est quand même dommage que vous n'en ayez pas souvenir. Vous existez depuis toujours, donc vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. Donc ce qui est important, c'est qu'à chaque fois quand même, quand une âme vient s'incarner dans la matière, c'est qu'elle a quelque chose à faire pour évoluer. Il faut évoluer. Si on est là, c'est parce qu'on a encore des choses à faire. On a des choses à faire ici, dans un corps, dans cette matière et dans nos sentiments, dans nos valeurs. Nos sentiments. Vous voyez, j'ai parlé de valeurs et j'ai dit sentiments. Sentiment, valeur, pour moi, c'est la même chose. De l'autre côté, il n'y a pas d'émotion, mais il y a du sentiment. Et les sentiments, il faut les travailler. Parce qu'on est en train de créer des nouvelles valeurs qui n'en sont pas. On est en train de créer des sentiments qui sont des faux sentiments. On est dans une espèce de fausse lumière en ce moment, où chacun prend pour estime de soi une réaction égoïste. Chacun pense qu'en pensant à lui-même, il est obligé d'envoyer balader le voisin. On se trompe, on mélange tout. Il faut reprendre tout à zéro. Et moi, quand je parle, je dis, là, il faut tout reprendre, on recommence tout. Parce qu'on est parti dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on veut savoir si les gens qu'on aime sont bien là-haut. Oui. D'accord, ça, je le comprends. Après, on veut savoir si on va se sortir de la peur ou du deuil. Je le comprends. Mais il faut bouger pour le faire. Que vos défunts soient bien, c'est une chose, mais ça ne vous suffit jamais. Parce que ça ne vous suffit pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne calme pas votre douleur. Parce que bien souvent, votre douleur n'est pas liée à leur survivance. Votre douleur, elle est liée à votre vide intérieur, à cette sensation de ne plus exister quand l'autre s'en va, à cette sensation de ne pas trouver sa place. Donc on vient me voir, on me dit, pouvez-vous me dire si un tel mon père est en paix? Je dis oui, alors je regarde. On essaie d'écouter, on essaie de voir. Je dis oui, j'ai votre père. On a des choses, ça se passe bien, il est en paix, il a retrouvé une telle, un tel. Bon. Très bien. Ça va mieux, ça va? Pas tellement en fait, parce que ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir sans l'autre? Je ne peux pas vivre. Moi, j'ai grandi avec l'autre. Moi, j'ai passé 20 ans avec l'autre, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des fois 60 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah ben oui, mais c'est là le problème. C'est que les autres sont là pour nous accompagner, mais ils ne sont pas là pour prendre notre place. Ils sont là, on n'est pas là pour vivre par procuration, parce qu'on est entouré. On est là pour vivre notre propre vie avec les autres. Et pourquoi, en 2010, quand en 1995, je deviens médium, puis après, arrivé dans les années 2000, voilà, ça commence à s'accélérer, et d'un seul coup, je perds tout le monde autour de moi. Tout le monde meurt.
Je dis, mais pourquoi? Ils me disent, parce que si tout le monde reste avec toi, tu n'évolueras pas. Tu vas continuer à vivre tranquillement, sans faire l'effort que tu dois faire. Et tu es venu pour faire un effort. Tu l'as pratiquement signé avant, tu dois évoluer, tu dois aller parler, tu dois faire l'effort d'évoluer. Le problème, c'est que quand on est bien entouré, c'est vrai que c'est merveilleux quand on est bien entouré, on est plein d'amour, on est entouré de gens qu'on aime, on les aime, c'est merveilleux, mais d'un seul coup, on ne vit que par ça. On est incapable de vivre par soi-même. Et quand ils s'en vont, il faut tout recommencer à zéro. Il faut retrouver sa place. Il faut dire, mais qu'est-ce que je suis, moi? Mais je ne sais pas faire ça. Mais moi, je ne sais pas ce que je suis sans lui ou sans elle ou sans eux. Je ne sais pas du tout. Il faut recommencer à zéro. Et c'est l'effort qu'il faut faire. Et c'est le plus difficile. Et personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut faire l'introspection à votre place. Vous pouvez aller voir tous les médiums que vous voulez, ils vous diront ce que l'autre dit, ou ne dit pas d'ailleurs, ou fait. Mais ils ne vous donneront pas la solution pour compenser le manque. Ils ne vous le donneront pas. Parce que c'est vous qui devez la trouver. Et nous naissons sur Terre pour évoluer soi-même, avec des accompagnants, avec des gens qu'on a choisis, avec qui on est d'accord avant de venir. On le sait qu'on va les rencontrer, qu'ils soient gentils ou pas d'ailleurs. On rencontre ses amours, ses amis, ses bourreaux. On les rencontre et ils sont là pour nous faire expérimenter des choses parce qu'on doit apprendre par ces choses-là. On doit apprendre par les épreuves, on doit apprendre par l'amour, on doit apprendre par des tas de choses. Exactement. Mais personne ne peut vous remplacer. Personne ne peut remplacer votre vie, votre existence. Donc il faut se remettre en place, dire voilà, où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Quand on dit faire du bien aux autres, ça ne veut pas dire aussi être thérapeute. Parce que beaucoup de gens sont thérapeutes maintenant. Je vais faire du bien aux autres, je vais devenir thérapeute. Oui, mais on n'est pas obligé. Il y a tellement de thérapeutes. Il y a plus de thérapeutes aujourd'hui que de patients. Donc non, on n'est pas obligé d'être thérapeute. C'est vivre une vie, c'est comme la mission de vie. On vous dit, mais quelle est ma mission? Mais il n'y a pas de mission. La mission, c'est de vivre. C'est de se lever le matin, c'est d'aller bosser, c'est de s'occuper des enfants, c'est de payer les factures. Si vous trouvez que ce n'est pas une mission déjà compliquée, je ne sais pas ce qu'il vous faut, c'est déjà compliqué. Le vivre bien, le vivre dans l'harmonie, faire du bien, essayer de réagir sainement, essayer de se modifier, de s'améliorer. On est là pour s'améliorer. On est des êtres entiers avec nos caractères, personne ne se ressemble. On a cela de merveilleux, c'est que nous sommes tous uniques. Il n'y en a pas un autre comme vous sur Terre. Vous êtes le seul dans votre catégorie, avec vos défauts et avec vos qualités. Personne ne peut vous substituer. Mais vous êtes là parce que vous êtes venus faire quelque chose ici. Vous n'êtes pas venu par hasard sur Terre. Les gens qui me disent, moi je ne sais pas pourquoi je suis venu, je ne voulais pas naître. Si. Oh non, je vous assure, oh non, mais ça ne vaut pas le coup. Mais si. Vous êtes là parce que vous avez un truc à faire. Et probablement, c'est de vous prouver et c'est de vous convaincre qu'il fallait naître. C'est déjà la première mission. Et puis, c'est de vous améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quel est votre problème? Il y a des gens qui me disent, ah ouais, non, mais moi, je n'ai pas de problème et tout le monde est méchant. Avec moi, personne ne me parle. Mais j'ai pas de problème, mais personne ne me parle, parce qu'ils sont tous jaloux, tous méchants. Je dis, attendez, s'il y a plus de 2 personnes contre vous, c'est qu'il y a peut-être un souci qui vient de vous quand même. Il y a peut-être un truc à régler. Parce que c'est ça, il y a aussi ce qu'on projette. Exactement. Ce qu'on projette sur les autres, et ce qu'on projette sur les autres n'est pas forcément ce qu'on croit projeter. Et c'est surtout que ce qu'on projette, on est aussi responsable de ce qu'on projette. Parce que... Mais où va la responsabilité? Exactement. C'est ça le problème. Et on en vient presque au pardon. Parce que c'est presque. Tout à fait. La responsabilité. Quand moi, il y a un truc qui m'avait frappée, c'était, je racontais l'autre jour, je ne sais plus sur quelle interview. Il y a une chose qui m'a frappée. Un jour, quand je travaillais à la radio, il y a une chargée d'accueil avec qui je travaillais depuis très très longtemps, qui vient me voir et qui me dit, est-ce que tu te... Mais vraiment, elle était effondrée. Elle me dit, est-ce que tu te rends compte comment tu m'as parlé tout à l'heure? Et je dis, non. Moi, je n'avais rien dit de spécial. Je n'avais pas eu la sensation de mal parler. Elle me dit, tu m'as très mal parlé devant les autres. J'ai été extrêmement blessée. Et alors moi, j'étais stupéfaite parce que j'avais la sensation d'avoir plaisanté. Sauf qu'elle n'avait pas pris la plaisanterie ou n'avait pas saisi. Ça veut dire qu'elle était très mauvaise quand même, ma plaisanterie. Ça veut dire que ça n'était pas du tout bon. Elle n'avait pas saisi, elle avait été extrêmement blessée. Moi, ça m'avait blessée. Mais pour elle... Donc, je me suis dit, je ne voulais pas lui faire de peine. Donc, je me dis, il y a un truc qui ne va pas.
Qu'est-ce que j'ai donc fait? Et je me suis rendu compte que la manière dont je suis, la manière dont vous êtes, n'est pas la manière dont vous êtes perçu souvent. On n'est pas perçu tel qu'on croit être. Et c'est vrai, on est perçu autrement. Vous pensez d'une certaine façon, puis il y a des gens qui parlent de vous en disant « T'as vu comment il est, je la pète ». Vous vous sentez humble, on dit que vous la pétez. Alors on va dire « Oui, ils sont jaloux », mais pas forcément. C'est qu'il y a des choses qui ne passent pas. Alors on ne peut pas être uniforme, on ne peut pas se faire entendre de tout le monde. Suivant notre histoire, notre culture, on ne va pas percevoir les gens de la même façon. Il y a des gens qu'on trouve sympas et votre copain va le trouver antipathique. C'est pas ça. C'est quand on va parler, ce que je fais actuellement, c'est quelle est ma responsabilité dans ce que je vous dis. Est-ce que je suis responsable de ce que je vous dis? Oui, je pense l'être. Je prends la responsabilité. Si vous venez me voir dans 5 jours, dans 10 jours, dans un an, en me disant, vous enregistrez, vous avez dit ça, est-ce que vous êtes... Oui. Je dirais toujours oui, même si l'époque a changé. Parce que ce qu'on est, ce qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'on peut l'être à vie. On peut aussi évoluer et changer. Mais il faut reconnaître son changement. On change parce que l'époque change. On change parce que le monde change. Et quelquefois, vous avez des gens qui changent avec des situations peu comparables. Des gens qui, en changeant de situation, changeant de vie, sont changés. Il y a des gens que vous connaissez avant, mariés avec une personne, vous la revoyez avec une autre, elle était super antipathique, elle est devenue super adorable, simplement parce qu'elle est heureuse. Tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend de ce que l'on porte, tout dépend de ce que l'on a envie de faire passer. Et nous sommes responsables de ce que nous portons. Nous sommes responsables de ce que nous transmettons et de ce que nous faisons passer. Et même de ce que nous portons. C'est pour ça, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut le résoudre. Quand on sent que ça ne va pas. Quand on porte quelque chose qui ne va pas. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mois de juillet, je me disais, c'est dingue. J'arrive plus à être ce que j'étais il y a un mois. Je n'arrivais plus à raisonner de la même façon. Tout simplement, j'ai changé. J'ai changé. Et je me tortillais les boyaux de la tête, comme on dit, en disant, mais pourquoi je ne réagis pas de la même façon? Mais qu'est-ce que j'ai? Et d'un coup, je me dis, mais non, j'ai changé, c'est tout. Je suis toujours la même, mais j'ai changé, je ne réagis plus de la même façon. Je réagissais plus positivement. C'était un changement. Et c'est merveilleux de changer. Mais nous sommes responsables de tout ce que nous disons, nous sommes responsables des blessures que nous infligeons, nous sommes responsables aussi, et là j'en viens à Walter Hoeffer, de notre capacité de le reconnaître. Parce que le problème, c'est faire du mal, c'est une chose, le reconnaître, c'en est une autre. Et on n'est pas nombreux à pouvoir le faire. Exactement. C'est très compliqué de reconnaître qu'on a fait du mal et de demander pardon. C'est très compliqué. On n'en est souvent même pas conscient du mal qu'on a fait. Et on est dans le déni souvent, parce qu'on se justifie. Exactement. On se justifie. Alors, on va en effet évoquer ce livre que vous avez écrit, qui est venu, en fait, Walter Hoeffer est venu vous voir en plein confinement, je crois. Oui. Ça a été encore une aventure incroyable. Mmh. Et c'est vrai que ça a été difficile pour vous aussi d'accepter. Oui, c'est pas franchement ce qu'on attend de mieux. Et oui, c'était en plein confinement. On a été confinés, je crois, le 16 ou le 17 mars. Oui. Et Walter Hoeffer est arrivé le 20 mars. Mmh. Et le 16 ou le 17 mars, je vous donne grosso modo mon état. Je venais de quitter la radio où je travaillais depuis 38 ans. Je venais de la quitter parce que j'en avais marre, j'étais fatiguée. Je venais d'échouer à une campagne électorale où j'ai été battue. Donc voilà, municipal, hein. Je ne fais pas de politique, j'étais du municipal, mais bon, voilà, bon. Et puis je me dis maintenant, retraite absolue, je me laisse vivre. Confinement, je vais être confinée, je ne vais rien faire. Là-haut, ils n'ont plus besoin de moi, je vais être chez moi, je vais regarder mes séries. Je vais grignoter, chose que j'ai fait d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché de grignoter. Des gâteaux au chocolat. Voilà, gâteaux au chocolat. Et puis, voilà, ça va passer comme ça. J'ai fait le tour de la question. Avec l'au-delà, ça fait bientôt 30 ans, j'ai fait le tour de la question. Eh ben non. Le 20 mars, je suis dans mon bureau, et qu'est-ce que je vois? J'étais assise à mon bureau, je suis en train de bouquiner, j'écoute la musique, j'écoute Schubert, et puis je me sens très, très étrange, très bizarre, comme à chaque fois que je vais avoir une manifestation. Donc je me sens, comment vous dire, comme si j'étais... La sensation, c'est...
Est-ce que c'est une hypoglycémie? Est-ce que c'est un défunt qui arrive? Parce que c'est ça, hein, la sensation. Comme si on était d'un seul coup en hypoglycémie et en même temps une grande exaltation. Alors c'est très curieux, il y a deux choses. Il y a une baisse et d'un coup une grande exaltation. Et là, je me sens dédoublée. Et je me retourne sur la droite et je vois se profiler un défunt, un vieux monsieur, parfaitement matérialisé. C'est-à-dire que son bronzage est là, ses rides, ses cheveux, sa chemise, son blazer, il est parfait. C'est très curieux. Donc je pense que c'est un défunt. Alors que c'est pas souvent comme ça. Non, jamais, parce que c'est plus flou. Quelquefois, on a en 2D, ou quelquefois, on a une partie du corps, ou ça dépend. Quelquefois, on les ressent, on les voit même pas. Et là, il est là, parfait, souriant, positif, belle énergie. Et je ne comprends pas. Parce que je dis d'abord, c'est un défunt. Il se manifeste âgé. Or, les défunts se manifestent toujours sous un âge plutôt où ils étaient en pleine forme, un âge de leur époque glorieuse. Et puis, il a une énergie qui ne correspond pas à l'énergie d'un défunt, parce que d'un coup, je me sens soulevée, comme nimbée, dans une espèce de truc. Vraiment très bien, très bien. Et je lui dis, qui êtes-vous? Et il me dit, je suis... Et là, j'entends une voix avec un accent allemand qui me parle en français. Il me parle, sa voix me parle, me dit, je suis Walter Höfer et je suis votre ange gardien. Et il sourit. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc, un ange gardien? Alors déjà, vous savez, vous m'entendez peu parler des anges gardiens. On a tous un ange gardien qui nous protège, qui est là, qu'on prie, qu'on espère être quelqu'un de la famille, même s'il ne l'est pas forcément, mais on espère toujours que c'est le grand-père, que c'est grand-mère, que c'est des gens qu'on aime qui nous protègent. Et c'est de bonne guerre, hein, c'est normal. Et là, j'ai dit, mais un ange gardien? Et je lui dis, mais vous êtes mon ange gardien? Il me dit, oui, je suis venu pour vous parler. Je suis votre ange gardien. Puis il me parle avec l'accent allemand, comme ça. Mais je dis, vous êtes allemand? Et il me dit, j'étais allemand, oui. Alors là, ça me paraît suspect déjà. Oui, parce que vous deviniez par rapport à l'âge. Vous savez, l'accent, il dit, bonjour, je suis votre ange gardien. S'il vous plaît. Bitte schön. C'est bizarre. On n'est pas habitué. Donc, je dis, il y a un truc, il y a un loup. Est-ce que je suis dupée? Est-ce que c'est un... Il me dit, non, ce n'est pas la fausse lumière. Il me dit, non, vous n'êtes pas dupée. Je suis là et je viens vous voir, je viens vous parler parce que j'ai des choses à vous dire. Je ne resterai pas votre ange gardien très longtemps. Le temps de vous révéler certaines choses que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de le savoir. J'ai dit, ah bon? Mais quoi donc en plein confinement? On ne peut pas sortir. Je ne vois personne. Je suis condamnée à rester chez moi avec un ange gardien allemand. C'est horrible. Je ne peux même pas aller boire un pot avec une copine pour lui raconter. Rien. Non, il fallait rester avec Walter. Je suis obligée de rester avec Walter. Et je dis, mais vous êtes allemand. Tout de suite, je dis, vous avez fait la guerre? Il dit, j'ai fait la guerre. Et je dis, vous étiez dans la Wehrmacht? Il me dit, non. J'étais dans la Waffen-SS. Et là, je coupe. Je dis, hop, rideau. Tout de suite, s'il vous plaît, rideau. Remboursé immédiatement. Immédiatement, je ne veux pas de ce scénario. Je ne veux pas d'un ange gardien comme ça. Vous me changez ça tout de suite. Mais tout de suite. J'ai pas fait 26 ans en me faisant montrer du doigt comme médium un peu obscurantiste, etc., pour finir avec un ange gardien SS. Je ne veux pas. Donc, je suis pas bien du tout. Et j'ai dit non, stop, on arrête tout. Donc on arrête. Je tourne en rond, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est un truc? Est-ce que je suis possédée par un truc? Et on me dit, non, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Tu n'as même pas écouté. Mais je ne peux pas écouter un SS. Je ne peux pas écouter un SS, c'est pas possible. Moi, il y a des limites quand même. En et plus, là, on me dit, votre père... Enfin, mon père était résistant, maquisard. Il était dans les maquis, toute la famille était résistante. Et dans les FFI, moi, je ne veux pas d'un seul coup parler avec un SS. Et ils me disent, c'est bien pour ça qu'il faut que tu l'écoutes. Du genre, ouvre un peu les rideaux. Alors là, c'était trop me demander. Le lendemain, il revient.
Et je dis, je ne peux pas. Et je ne pouvais pas, si vous voulez. Il y avait... Alors ça, c'est vrai. Vous voyez comme je suis pas top quand même, hein, parce que j'aurais pu être top après toutes ces années, après tout ce que je raconte. Mais non, je ne suis pas encore. Parce que je n'arrivais pas à l'écouter, à m'élever. Mon mental bloquait. Mon mental disait, c'est un SS. C'est un SS, il ne faut pas l'écouter. Il va te faire fusiller. C'était plus fort que moi. Je n'y arrivais pas. Et lui, ça l'amusait. Et je lui dis, pourquoi vous apparaissez vieux? Et il me dit, il y a des vieillesses plus glorieuses que certaines jeunesses. Alors j'ai compris qu'effectivement, il regrettait un peu quand même ce qu'il avait été. Et là commence tout ce qui va se passer tous les jours, toute seule dans mon confinement, bloquée dans ma maison avec un SS, qui va me raconter. C'est un être formidable, Walter Hofer, c'était un être formidable, qui m'a raconté effectivement qu'il était né à Dortmund en 1902, qu'il est mort en 1982 à côté de Mendoza en Argentine, qu'il avait une exploitation, il faisait le vin, il avait fui en Argentine, il faisait du vin avec sa famille, etc., qu'il avait eu une vie potable, agréable sur les vieux jours. Et moi, je n'entendais que c'est un SS. À chaque fois qu'il me parlait, il me racontait, j'entendais c'est un SS. Et ça, c'est le mental. Le mental, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Il continue, il dit non, il ne faut pas l'écouter. Et puis, petit à petit, je l'ai écouté. Il me dit, je sais que vous doutez de moi, mais je comprends. Je ne suis pas venu là pour vous convaincre, je suis venu là pour que vous m'écoutiez. Après, ce que je vais vous dire, vous en ferez ce que vous voulez. Vous n'étiez pas prête avant à aborder ce sujet. On va parler de vos croyances, et de vos croyances, de la limite de vos croyances. En fait, vous avez des petites œillères. Il m'a expliqué que j'écoutais que ce qui me plaisait, en fait. Dès que ça ne me plaisait pas, j'écoutais plus. C'est-à-dire que moi, je veux bien que ce soit, je ne sais pas, moi, Saint François d'Assise qui vienne me parler, mais je ne veux pas que ce soit un SS. Je ne l'écoute pas de la même façon, même s'il me dit la même chose. Donc, vous voyez, préjugés, jugement, je suis jugeante. Et il me dit, ça ne va pas. Il dit, c'est pas pour moi que je viens. Il dit, moi, je suis dans la lumière, c'est pour vous. Moi, je n'ai plus besoin d'aide. Vous, oui. Parce que vous devez vous élever maintenant. Vous devez un tout petit peu vous élever. Vous êtes resté constamment sur vos acquis. Il faut bouger, il faut tout écouter. Et dans quelques jours, vous allez avoir la confirmation, il me dit, de ce que je vous dis. Et si vous doutez encore de moi, vous aurez la confirmation, très vite. Donc, je laisse passer, je dis à rien, je téléphone à mon éditeur, à Laurent, qui m'écoute, et je lui dis, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, il faut écouter, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais j'étais vraiment en révolution et je n'en parlais à personne, parce qu'à ma famille, je n'en parlais pas, parce que je me disais, si je dis ça, ils vont dire, mais alors c'est de pire en pire, alors avant elle était médium, maintenant elle voit des SS partout, mais alors qu'est-ce qu'on va en faire? Donc j'en parlais pas, mais j'étais très très mal dans ma peau avec ça. Et puis, 2 jours après, je reçois un mail, des mails, et puis dans les mails, il y a un mail italien, et il me dit, donc je suis contente parce que c'est de l'italien, et puis ça me rappelle mes années universitaires, donc je lis, et bonsoir, je m'appelle, il me dit bonjour, je m'appelle, alors je peux dire son nom parce que maintenant il a fait des visios avec moi, Mauro Fuolega, je suis milanais, je suis banquier à Milan, et chargé de communication dans une grande banque à Milan. Quand je rentre chez moi, personne ne le sait, mais je suis médium, et je canalise un certain Adolf Hitler. Et il me dit justement que vous êtes en contact avec l'un de ses anciens officiers. Alors là, si vous voulez, c'est le tome 2 de l'histoire. Je me dis, si Adolphe rentre dans la partie, là, ça ne va pas être possible. Ça paraissait très, très compromis, l'affaire. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, le type me laisse un numéro de téléphone, je l'appelle immédiatement. En FaceTime, parce que je me souviens qu'on a été en FaceTime, parce que je voulais le voir. Je voulais voir, si ça se trouve, c'est une espèce de charlatan, d'excité nazi, avec des croix gammées partout, qui va faire l'apologie du nazisme. Je voulais voir. Pas du tout. Je tombe sur un garçon adorable qui me dit, voilà, moi je suis banquier, mais mon hobby c'est de diriger des orchestres.
Donc, dès qu'il avait 5 minutes, il apprenait à diriger des orchestres. Donc, un type adorable. Il me dit, je vais vous faire visiter ma maison avec FaceTime, c'était pratique. Donc, on visitait, il y avait de la musique partout, des CD, des trucs, c'était bien. Mais il me dit, voilà, Adolf Hitler, j'ai des canalisations avec lui. Et il m'a dit que vous aussi, alors, avec un de ses officiers. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Et là, il me dit, voilà, moi, je canalise ouvertement Hitler depuis 2018. Mais il est avec moi depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Il ne m'a jamais quitté. Il me dit, voilà ce qui s'est passé. C'est dommage qu'il ne soit pas là, Mauro, peut-être parce qu'il aurait pu être là et vous raconter. D'abord, il parle français. Il aurait pu, même peut-être, on aurait pu penser à une visio, je ne sais pas. Mais on aurait pu, voilà, faire. Et il raconte que quand il était petit, il écoutait de la musique classique. Bon, à 8 ans, il écoutait Wagner. On n'a pas idée non plus, excusez-moi, quand on a 8 ans d'écouter Wagner. Mais enfin bon. Il écoute Wagner et il me dit un jour, parce qu'il avait été élevé dans une éducation très, très stricte, etc. Et il me dit, j'écoute Wagner et je me sens perturbée et je sens, alors que je suis enfant, qu'il y a quelqu'un avec moi, mais je ne sais pas qui. Et cette personne m'a toujours suivie. Et je n'ai jamais su qui c'était. Et j'ai grandi avec, et je sais qu'il y avait quelqu'un. Et puis, en 2018, il décide de faire une régression hypnotique avec des amis, pour voir les vies antérieures. Bon, c'était un petit peu anecdotique. Puis il dit, peut-être que je vais savoir qui est là. Et là, il se retrouve, en régression, dans le bunker d'Hitler. Mais il me dit, je suis dans le bunker, tout est là, il décrit parfaitement le bunker, mais jusqu'à des détails qu'il va retrouver bien longtemps après. Depuis la petite coupelle, il y a une coupelle, il me dit, sur la table, avec des boutons, des petits boutons de vêtements, parce qu'Hitler aimait bien pitrouiller des boutons pendant qu'il parlait comme ça. Et il me dit, moi, depuis que je suis enfant, je fais la même chose. Hitler buvait de l'eau tiède. Il dit, moi, je ne peux pas boire d'eau froide, je ne bois que de l'eau tiède. Mais je ne le savais pas. Et il dit, je suis dans ce bunker, donc il dit, je suis persuadé que je suis Hitler, la réincarnation d'Hitler. Donc il dit, je me réveille, il dit, je suis en crise. Et je dis, j'étais dans le bunker, donc je suis Hitler. Et il rentre chez lui, et là, il va être en transe, d'un seul coup, et il va écrire, et il va entendre cette voix qui va parler à travers lui, qu'il va enregistrer, et qui va dire, tu n'es pas Hitler. Je suis Hitler. Toi, tu es celui qui va m'aider à sortir de là. Et il me raconte ça. À sortir de là. De là. De là où. Et où est-il alors, Hitler? Voilà. Où est Adolphe? Où est-il? Le livre aurait pu s'intituler Où est Adolphe? Et il me dit que Hitler lui raconte, c'est ce que m'a dit Walter Hofer aussi, qui lui est arrivé, que ces gens qui ont fait, alors Hitler c'est le mal absolu, un de ceux qui ont quand même pensé le mal absolu. Après sa mort, s'est retrouvé dans le néant, mais un néant qui n'est pas celui que l'on dit des âmes un peu perdues qui sont bloquées dans des espaces. Un néant où il n'y a personne, le néant dense, seul et sans aucun espoir d'une autre présence pendant une éternité. Il dit, j'avais l'impression d'être replié dans une boîte, mais je ne savais pas si j'étais dans une boîte ou pas, puisque j'étais enfermé en moi-même dans le néant. Et il dit, c'est en entendant, après, alors là on est donc dans les années 45, et Mauro va naître en 74, et c'est en 74 qu'il dit qu'il est attiré par une musique lointaine. C'est le jour où Mauro écoute Wagner, une musique qu'il reconnaît. Et là, il va avoir une première ouverture vers une âme, un enfant. Et il s'accroche à lui. Et il lui raconte ça. Je demande à Walter Hofer donc, de confirmer, il me dit absolument. C'est comme ça que ça se passe. Il dit, moi j'ai été aussi il raconte, lui, ses tribulations après sa mort. Pas de tunnel, pas de nuages, pas d'amour, hein, un mur de briques immense qu'on ne peut pas franchir. Et puis il va raconter surtout le regard de ses victimes. Il va être épié constamment par ses victimes, par des enfants juifs qui vont le regarder, qui vont être là simplement. Le regard de ceux, des victimes. Et
il raconte comment, lui, il est passé, mais voilà, on va pas s'arrêter sur les détails, mais comment il est passé après des souffrances et des souffrances dans un brin de lumière. Il dit, je suis allé au premier degré de la lumière. Je suis au premier degré de la lumière. Hitler est encore dans le néant. Il n'a pas fini, lui. Il n'a pas fini, il n'en aura pas fini avant très longtemps. Simplement, il est dans une espèce de regret. Alors, il dit, oui. Alors, dans les canalisations, comme Mauro est un garçon pragmatique, quand il a une transe, il veut être à l'hôpital. Il dit, moi, je demande des médecins parce qu'il dit, je ne sais pas ce que c'est, ce qui m'arrive. Donc, il est parti chez un neurologue qui a été témoin de transe, qui l'a même branché des électrodes pour enregistrer la transe et qui a consigné le texte. Il s'est mis d'accord avec un neurologue qui voit ce qui se passe. Et les textes sont incroyables, où il dit je voulais faire une société idéale. La plus grande erreur que j'ai faite, c'est qu'au lieu de la fonder sur l'amour, je l'ai fondée sur la haine. Je me suis plantée d'énergie. J'ai pris la mauvaise énergie. Et il reconnaît ses erreurs. Mais on n'est pas encore au repentir. On n'est pas encore dans la phase du regret. Il reconnaît. Il aurait dû, mais on n'est pas encore dans la phase de « je demande pardon ». Il n'en est pas là. Et donc, je vais vous dire, ça a duré des semaines, cette histoire. Des semaines. Entre Walter Hoeffer, Mauro au téléphone. Ah, mais j'ai passé un confinement super. Entre un SS et Hitler. Je vous le conseille. Et donc, je vous assure que c'était extrêmement déstabilisant. Parce que je me disais, mais alors, je suis quoi pour vivre ça? Je suis dans la lumière ou je suis plus... Mais non, c'est la lumière. Et il va falloir que tu demandes aux gens de nous aider, d'aider tous ces bourreaux. Je dis, comment, quoi? Aider les bourreaux? Puis quoi encore? On est content de s'en débarrasser, vous croyez qu'on va les rappeler? Mais jamais de la vie. Et en fait, il m'explique une chose, il me dit... Évidemment, il me dit une chose qui me trouble, il me dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu as été, toi, Patricia Daré, dans une vie précédente? Mais tu crois que tu as été une sainte? Tu crois que tu n'as jamais fait tuer personne? Tu crois que tu n'as jamais fait de mal? Tu veux que je te le dise de ce que tu as été dans une vie précédente? Et là, j'ai une peur qui me prend. Je dis non. Je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis là, ici et maintenant. Et là, je comprends qu'effectivement... Ah oui, oui, mais nous, on en est sortis. Nous, on est revenus, on en est sortis. Je n'ai pas envie qu'ils me remettent dedans. C'est pour ça que j'aime pas trop partir dans les trucs hypnotiques des vies antérieures. Je dis, laissons tomber, on est ailleurs. Et il me dit, nous ne sommes pas linéaires. Un homme n'est pas dans une vie, et puis il chute, et puis il remonte, et puis il va remonter progressivement vers le nirvana. Ça ne se passe pas comme ça. Il me dit, chaque vie a ses tests et ses épreuves. On peut très bien avoir été merveilleux pendant plusieurs vies, chuter après, et puis on remonte, et puis on peut rechuter. On chute autant de fois qu'on n'a pas appris. C'est apprendre, c'est s'élever qui fait que nous ne chutons plus. Ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai toujours pensé que, bon, on n'était pas trop mal partis, on risque plus grand-chose. Bon, je dis, c'est bon, encore une petite vie, 2 petites vies, tranquille, pépère. Mais pas du tout. Il me dit, chaque fois que tu baisses la garde, chaque fois que tu relâches, tu risques de chuter. Parce que tu risques de te reposer sur tes acquis et de ne plus faire attention à ce que tu fais avec les autres et dans ta vie. Donc il faut toujours être vigilant de la manière dont on se comporte et dans les décisions qu'on va prendre et dans les responsabilités que l'on prend. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, on va parler du pardon, parce qu'en fait, la manière dont il aborde en fait, et vous parle du pardon, c'est vraiment une manière dont qu'on ne conçoit pas forcément ici-bas, en fait. Non, bah oui. Et il y a un petit que j'ai écrit. Donc je vais juste lire ça, qui est tiré de votre livre, Patricia, qui dit « La demande de pardon nécessite non seulement que l'on prenne conscience du mal que l'on a fait, mais aussi d'utiliser toute l'énergie du cœur. Sans cette énergie, elle n'aura aucun effet. Lorsque l'on œuvre pour la haine lors de sa vie terrestre,
On neutralise l'énergie de son cœur et on a besoin de cette énergie pour aller dans la lumière. Qui a trop servi la haine ne peut plus produire l'énergie de l'amour. Cet amour vrai et si fort est pourtant la seule raison d'exister. Exactement, c'est vraiment un Walter Hofer qui m'a très dit beau ça. passage. C'est Walter Hofer qui me l'a dit. Ouais. Qui me l'a dicté, parce qu'au début on parlait, et après j'ai commencé à consigner. Je voulais juste te dire que j'ai consigné en écriture tout, au fur et à mesure. Parce que quand il me parlait, il me faisait écrire absolument tout, tout ce qu'il disait. Quelquefois, je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il disait. Il a fallu que je le relise pour comprendre. Mais quand il me dit le pardon, on ne pardonne pas pour se débarrasser comme ça, en disant je te pardonne. On ne pardonne pas parce que c'est facile. Le pardon, c'est pour une chose difficile. Et c'est quelque chose qui demande un travail pas sur le champ, un travail qui va demander des jours, des mois, des années. On n'est pas pressé de pardonner. Il faut bien le faire. Et ça peut durer longtemps. On n'est pas obligé de pardonner tout de suite. Moi, je ne sais pas, vous avez été comme moi, on vous a fait une crasse, on vient vous dire pardon, hein, et je te demande pardon, mais on n'a pas envie, on dit je ne suis pas prêt. Attends, je ne suis pas prêt. Il faut attendre, il faut travailler dessus, puis un jour on est prêt. C'est comme ça. Et en fait, il dit c'est un travail. Alors il faut accorder le pardon, mais il faut le demander aussi. Il dit, ça va plus loin. Il dit, tu dois accorder le pardon, mais tu dois le demander aussi aux gens à qui tu as fait du mal et que tu n'as jamais revus et que tu laisses comme ça dans une situation un peu... Toi, ça ne te paraît pas grave, mais peut-être que pour eux, ça a été grave. Donc le pardon, c'est quelque chose qui est une libération. C'est une énergie. Ce n'est pas un fait moral. Ce n'est pas qu'un acte moral. C'est une énergie. Et ce pardon, il est nécessaire pour se libérer, non pas de l'acte lui-même, de la souffrance, mais se libérer de son bourreau. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné, vous êtes liés. Tant qu'on n'a pas pardonné, on est liés. Alors, on n'a pas forcément envie de pardonner, mais on a toujours le lien. Et je reviens toujours à ce qui s'est passé pendant ce confinement, et qu'il y a eu des tas de synchronicités. Et l'une des plus belles synchronicités que j'ai vécues, c'est quand même en allant sur Netflix, je tombe sur un documentaire du procès de Oskar Gröning. Et Oskar Gröning, qui était le comptable d'Auschwitz, a été arrêté en 2014, à l'âge de plus de 90 ans. Et il a été arrêté et emmené devant les tribunaux pour son rôle à Auschwitz, évidemment, qu'il a reconnu, hein, il n'a jamais nié. Mais je sentais bien dans ce procès qu'il ne prenait pas conscience, il n'avait pas d'émotion. Il n'y avait pas l'émotion. Il dit oui, c'est vrai, j'ai été comptable à Auschwitz, oui, c'est moi qui répertoriais les biens des Juifs pendant qu'ils étaient déportés, oui, c'est moi, mais on ne sentait pas d'émotion. Et je dis voilà, il n'y a pas l'émotion, il n'a pas encore pris conscience de l'acte. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Parce que c'est ça le problème des vieux nazis. Ils ont été jugés, mais ils n'ont jamais pris conscience. Ils sont jugés, mais ils sont froids comme du marbre à chaque fois dans les procès. Et là, on voit dans la salle se lever. La salle était faite de personnes qui étaient venues d'Israël, soit de survivants de la Shoah, soit des descendants des survivants. Et une femme se lève, qui s'appelait Eva Moos, je ne sais plus comment son nom, Eva Moos, je crois. Et elle se lève, elle va vers Oskar Gröning. Elle a été une victime du docteur Mengele, elle et sa petite sœur jumelle, du docteur Mengele, et elle lui dit, devant tout le monde, Oskar Gröning, je vous pardonne tout ce que vous avez fait. Donc, tollé général dans la salle, les gens disent elle est folle, très traîtrise, etc. Et elle lui dit, je vous pardonne, mais écrivez et dites aux gens et aux jeunes que votre système ne marchera jamais, que ça ne marche pas, qu'il ne faut pas essayer de le refaire. Et je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous mes bourreaux. Et à Mengele, elle est allée voir Mengele à l'époque pour lui pardonner aussi. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vivre heureuse et pour me libérer, dit-elle. C'est de la résilience aussi. C'est la résilience. Et elle dit, faites de vos ennemis des amis, si vous voulez vraiment vivre bien. Pardonnez. Donc dans la salle, tollé général, elle dit, je sais, ils ne me comprennent pas. Ils me prennent pour une traîtresse. Mais moi, je me libère. Moi, j'ai porté assez longtemps la souffrance physique et la souffrance morale. Je ne peux plus.
Je veux mourir libre. Car quand on ne pardonne pas, on n'est pas libre. On est relié à une énergie négative. Justement, il y a un autre passage, parce que c'est vrai que puisque vous avez écrit en fait tout ça, et c'est exactement ce que vous dites, la demande de pardon passe par la reconnaissance de l'inutilité et de la cruauté d'une action, et la reconnaissance de la douleur qu'elle a engendrée. Sans cette reconnaissance, si notre cœur reste fermé, toute action d'expiation sera sans effet véritable. Si un coupable ne manifeste aucun regret, aucune douleur devant les horreurs qu'il a commises, il est inutile de lui suggérer de demander pardon. Il faut que chacune de nos actions soit ressentie profondément pour être utile à l'avancement et à la guérison de soi et de l'autre. La victime ne peut commencer un véritable chemin de guérison que lorsque son bourreau a compris la gravité et la portée de ses actes, que ce soit sur terre ou ailleurs. Dès qu'il y a prise de conscience du mal sur terre, par-delà la mort, la délivrance s'opère sur la victime où qu'elle soit, étant entendu que c'est sur terre que l'action se révèle plus puissante. La demande de pardon de son vivant a un pouvoir de délivrance très important, que ce soit celle que vont vivre le bourreau, la victime, mais aussi les descendants des uns et des autres. Exact. C'est magnifique. Enfin, c'est pour ça que j'ai écrit énormément de passages. Oui, mais c'est vrai parce que c'était d'une puissance. Oui, Walter a dit des choses très, très importantes. Il dit aussi, effectivement, les descendants. Exactement. Les histoires qui ne sont pas pardonnées, les histoires qui restent en suspens, qui n'ont pas été réglées, sont des histoires que l'on va transmettre à nos descendants, forcément. Les haines ancestrales, les familles en guerre, les actes non pardonnés, ce sont des actes ou des poids énergétiques que nous gardons en nous, que nous portons et qui vont être portés de génération en génération. Donc il faut bien savoir que le manque de pardon, la douleur du manque de pardon, c'est quelque chose que l'on va porter de génération en génération. C'est quelque chose de très important. Il faut bien le savoir. Et tous les actes qui ont été commis, je me réfère à un acte de ma famille. Quand j'ai découvert que mon arrière-grand-père, donc accidentellement, je découvre que mon arrière-grand-père, qu'on disait un saint homme, arrière-grand-père, pas mon grand-père, avait tué un homme et a fini à Cayenne, au bagne, pendant 20 ans. Et il a purgé sa peine. Et il est mort au bagne de Cayenne après avoir donné un coup de couteau à un homme, parce que je pense que mon arrière-grand-mère était partie avec cet homme. Bon. Mon arrière-grand-père, d'après ce que j'ai lu dans les coupures de journaux de l'époque, on est en 1912, c'était pas non plus, on va dire, non plus un saint homme. Voilà. Mais je me dis, il arrive à moi un jour, d'une manière extrêmement détournée, car il n'avait pas trouvé la paix, évidemment. Il est mort au bagne, mais il est mort avec son crime. Et alors qu'on nous a dit dans la famille que ce grand-père-là était un homme merveilleux, qui était mort très tôt, personne n'en parlait. Personne n'était au courant de l'histoire. Et donc, je dis, il faut absolument, et c'est ce que j'essaie de faire, mais je ne retrouve pas les descendants, je suis absolument en recherche et embêtée parce que je ne retrouve pas les descendants, il faut que je retrouve les descendants de l'homme qui a été poignardé. Il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse entre moi, quelqu'un de ma famille, et quelqu'un de cette famille. Car moi, comme eux, nous portons quelque chose. Eux portent un homme qui est mort assassiné, et moi, je porte la lourdeur de l'assassin. Donc, il faut faire une connexion. Et je pense que c'est énergétique. Vous savez, c'est très curieux. Quand je dis ces choses-là, ce n'est pas juste des actes pour dire « Oh, bon, c'est beau, c'est très beau ». Non, non, ce n'est pas ça. C'est que c'est énergétique. Le fait d'apprendre la vérité sur ce grand-père, alors que moi, je le découvre par inadvertance, vraiment, d'une façon incroyable. Incroyable. Vraiment, il voulait venir à moi pour me le dire. J'ai la preuve, je consulte Internet, je vais voir les archives, je découvre les papiers là-dessus, ce crime, je vais voir mon frère, qui avait une maladie chronique, et qui l'a beaucoup moins d'ailleurs. Et mon frère me dit, c'est drôle, maintenant que tu m'as raconté cette histoire, j'ai l'impression que je suis guérie de quelque chose. Et je lui dis, ben moi aussi. Le fait de savoir cette vérité cachée,
ça nous a libérés de quelque chose, mais libérés physiquement et moralement, comme si vous sentiez un poids en moins. La vérité guérit. Elle n'est pas moins douloureuse, mais elle guérit. Ça ne veut pas dire qu'elle est légère et qu'elle est gaie et qu'elle est joyeuse. C'est difficile, c'est douloureux, mais ça guérit. Et donc le pardon, ça doit être encore un acte supérieur. Rencontrer les gens de cette famille, pour moi, ce sera extraordinaire. Se libérer ensemble, dire nous n'y pouvons rien, nous ne voulons pas que ça se répercute, nous ne voulons pas qu'il y ait une reprogrammation sur quelqu'un un jour qui fasse la même chose ou qui subisse la même chose. Tout à fait. Comme souvent dans les histoires transgénérationnelles où on trouve plusieurs cas similaires. Exactement. Donc je crois qu'il faut oser. Voilà. Bon. Patricia, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.